Toujours en milieu spécialisé, le poids, donc le nouveau-né, pour un nouveau-né stable dont le poids dépasse 1,8 kg, donc normalement on le pèse une fois par jour. Baraka, une fois par jour c'est suffisant. Un nouveau-né dont le poids est inférieur à 1,8 kg, il faut qu'il soit pesé 2 fois par jour pour qu'on sache est-ce qu'il diminue son poids ou est-ce qu'il le garde correctement, est-ce qu'il est stable, pour voir est-ce que cette perte de 10% elle est respectée ou élevée. S'il y a des pertes hydriques importantes, type un enfant qui fait, un nouveau-né qui fait une polyurie importante, une diarrhée, des vomissements, là il faudrait le peser même toutes les 2 heures. L'évaluation neurologique, donc il faudrait qu'on fasse l'examen, et surtout l'examen neurologique, surtout tout ce qui est réflexe archaïque à cet âge, prendre les PC quotidiennement, les périmètres crâniens d'une manière quotidienne, chaque jour, idéalement, pendant la première semaine. Par la suite, une fois par semaine, c'est suffisant. C'est comme ce qu'on fait avec les méningites ailleurs. Et puis une taille, une fois par semaine, hebdomadaire. Les voies d'alimentation, donc ça dépend du terme et du poids, bien entendu. Vous avez un terme qui dépasse les 34 semaines avec un poids plus d'1,8 kg, pas de souffrance fœtale aiguë, alimenter cet enfant en entéral, c'est-à-dire par voie gastrique. Il y a par sonde gastrique s'il a un réflexe de succion qui est faible, quoique il y a certains qui ont un réflexe de succion qui va s'établir plus tôt que convenu, mais sachez que le réflexe succion-déglutition ne va s'établir qu'à 36 semaines d'âge post-conceptionnel. C'est-à-dire, Z à 34 semaines, il faut s'attendre que 2 semaines plus tard, il y a le réflexe succion-déglutition. Donc si à 34 semaines il n'arrive pas à téter, c'est qu'il n'est pas anormal. C'est anormal si on s'attend à ce qu'il tète à cet âge-là. Il y a des bébés qui sont précoces, mais il y en a d'autres qui vont suivre la nature, et la nature dit que ce réflexe ne va se déclencher qu'à partir de 36 semaines. L'âge gestationnel inférieur à 34 et où le poids inférieur à 1,8 kg, au début, l'alimentation est double, c'est-à-dire entérale et parentérale. Entérale et parentérale, c'est-à-dire on va poser une voie veineuse, idéalement un cathé ombilical, c'est l'idéal, parce que c'est une voie centrale, et entérale, en même temps, on va lui passer du gavage. Et c'est clair qu'à ce terme-là, 1,8 kg, on ne va pas s'attendre à avoir des miracles. Et il ne va pas avoir un bon réflexe de succion, on ne va pas lui donner le sein ou le biberon, c'est clair. Et puis démarrer l'alimentation entérale dès 24 heures de vie. Avant, l'histoire qui se faisait, que là, il est en détresse, on ne démarre pas, on ne lui donne pas à manger, il va faire une fausse route. Maintenant, c'est l'histoire évolue. Vous mettez une sonde gastrique, mais quelle fausse route vous allez craindre? Donc à partir du moment où vous avez une sonde gastrique qui part direct au niveau de l'estomac, attendre les premières 24 heures et démarrer l'alimentation, parce que plus vous tardez, plus il risque de faire une entérocolite aussi. Mais idéalement, donner du lait maternel. Quel lait utiliser? Le plus adapté justement, c'est le lait maternel. Sauf si vous avez un âge gestationnel qui est moins de 33 semaines. Il faut enrichir. Vous allez me dire pourquoi. Une maman, quand elle est là, elle va accoucher par exemple à terme, tout se prépare à l'accouchement. Son corps se prépare à l'accouchement. Et le lait maternel aussi se prépare à l'accouchement, parce que là, elle est arrivée à maturité et même son lait est mûr. Quand elle accouche avant 33 semaines, son lait n'est pas assez riche. Donc, il y a encore besoin de protéines, de lipides, de glucides, de sels minéraux et de vitamines. Et donc, quand elle va accoucher à un terme précoce, à partir de J15 de vie de ce bébé, il faudrait enrichir ce lait en ces matières-là. Donc, insister auprès des mamans pour tirer leur lait en cas d'incapacité du nouveau-né à téter au sein. Et c'est ce qui nous arrive dans le service. Chaque fois qu'on a une disponibilité d'une maman, on insiste pour qu'elle nous laisse un biberon près de lait maternel. Donc, et là, sincèrement, au début, on avait pas mal d'entérocolites. Il y en a celles qui échappent, il y en a d'autres qui décèdent. Mais depuis qu'on insiste pour la tétée et pour le lait maternel, on les voit de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on essaie de donner le lait maternel qui est là, qui est à disposition. Donc, on va le mettre dans des petits réfrigérateurs et normalement, on peut le conserver. Vous allez voir que jusqu'à une semaine, nous, on ne les garde pas une semaine. Généralement, dans les 24 heures, on va essayer de le donner, on va le chauffer, on va le donner à ces bébés-là. S'il n'y a pas d'allaitement, on va donner un lait adapté pour prématurés, c'est les laits pré. Donc vous connaissez toute la gamme des laits pré, Prénane, Prénursi, Préaptamil, donc toute la gamme des laits pré. Le nombre de repas, 8 à 12 repas par jour. Donc plus il est petit, on va donner toutes les 2 heures. Parce qu'ils font beaucoup d'hypoglycémie, on ne va pas attendre 3 heures. Donc généralement, c'est 12 repas par jour parce qu'ils sont tout petits. Leur estomac, il est petit aussi, ils sont prédisposés à faire des hypoglycémies. Il y a autre chose. Ils sont aussi prédisposés à faire des reflux gastro-œsophagiens parce que même le système anti-reflux n'est pas encore bien établi et vous allez vous retrouver avec beaucoup de vomissements chez les prématurés. À un certain moment, on mettait tous les bébés prématurés, moi de mon ère, c'est-à-dire quand j'ai commencé ma pédiatrie, je me rappelle,
on mettait tous les bébés sous traitement anti-reflux et sous IPP systématique. Et c'est au fur et à mesure qu'on a compris qu'il ne fallait pas le faire systématiquement pour deux choses. Il y a des bébés qui vont échapper à ce reflux, même s'ils sont rares. La deuxième des choses, on a trouvé que les reflux de prématurés ne sont pas forcément des reflux acides. Avec la science, on a compris qu'il y a beaucoup plus de reflux alcalins et donc que ça ne servait à rien de les mettre sous antiacides puisque ça ne va pas donner un grand résultat. Le bébé, il va vomir malgré tout. Quelle surveillance? Donc l'abdomen, il faut voir est-ce qu'il est distendu, parce que s'il est distendu, c'est une prédisposition à l'entérocolite. Une augmentation du périmètre ombilical, vous allez voir que dans nos services, on va prendre le périmètre ombilical d'une manière assez rigoureuse. La circulation collatérale, est-ce qu'elle est établie? Quand il y a une circulation qui s'établit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. La sensibilité abdominale, est-ce qu'il est douloureux? Le transit, les selles, leur fréquence pendant les 24 heures. Est-ce qu'il y a du sang dans les selles? C'est pas normal qu'on trouve du sang dans les selles. C'est l'entérocolite surtout qu'on craint. Après, il y a certaines viroses qui vont donner des rectorragies aussi. Le résidu gastrique, son aspect. Résidu gastrique, c'est-à-dire quand vous donnez à un bébé un gavage, on a injecté, on a la quantité à donner. Donc on s'en fout de l'absorption, parce que les quantités qu'il faut donner qui sont calculées, et quand on attend 2 ou 3 heures plus tard, puis on donne un deuxième gavage. Soit on le donne à la main, soit à la seringue autopulsée qui est réglée. Après, généralement avec un gavage discontinu, par exemple, si je donne un gavage maintenant à 14 heures par exemple, mon deuxième gavage à 16 heures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aspirer ce qu'il y a au niveau de l'estomac pour voir est-ce que cet enfant a pu digérer, est-ce qu'il a absorbé tout ça. Maintenant, si je donne par exemple 10 et je me retrouve avec 8 cc, il n'a rien digéré. Vous donnez plus, vous aggravez les choses, il va vous faire l'entérocolite. Vous allez forcer un système qui n'est pas prêt encore à absorber. Donc, on fait marche arrière. Vous avez ces résidus que vous avez montés, soit ils sont faits de lait lui-même, et donc on est rassuré, soit il devient brunâtre ou verdâtre, là il est en train de nous préparer une entérocolite. Donc tout ceci, on fait attention à tout ceci quand on a des bébés comme ça. Et puis bien sûr, on voit le poids. Un bébé qui va bien, il va prendre du poids, il y aurait une courbe qui est quand même assez ascendante. Les conditions de sortie après hospitalisation, quand est-ce qu'on va décider de faire sortir cet enfant? La première des choses, il doit bien téter. Parce que le gavage, c'est clair. Donc il doit bien téter, il doit bien prendre soit le biberon, soit le sein. La croissance régulière, est-ce qu'il a commencé à prendre du poids et d'une manière régulière? La taille d'une manière hebdomadaire? Est-ce qu'il arrive à réguler sa température? Vous allez me dire comment? Il était en couveuse jusque-là, on va le prendre, on va le mettre dans un berceau. Et donc le temps qu'on le sorte, il faudrait qu'on surveille sa température. Dans un berceau, c'est pas pareil, parce qu'il est à la maison, il va être dans un berceau tout simplement. Et si cette température reste stable, c'est qu'il est prêt à sortir. Ce qui nous arrive, nous, le plus, c'est des fois de les mettre comme en unité kangourou avec leur maman au niveau de l'hôpital Farabi. On les fait transiter par l'hôpital Farabi. Le temps d'être sûr qu'ils têtent bien, que tout se passe bien, à les faire sortir. Comme ça, on est progressif. Et puis, la stabilisation des fonctions vitales, bien sûr, les possibilités d'accueil du nouveau-né, et ça, c'est beaucoup plus dans le contexte occidental. Parce que chez nous, sincèrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'acharne à demander à cette famille il y a des assistantes sociales qui sont faites rien que pour ça en occidental. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade, on aimerait bien l'être, mais c'est difficile. Parce qu'ailleurs, on ne le fait sortir que si on est sûr qu'il va être bien accueilli et dans les conditions qui se doivent. L'apprentissage des soins aux parents, surtout pour les dysplasies bronchopulmonaires, il faut dire qu'au Maroc, c'est rare, on a ces cas comme ça. Pourquoi? D'un côté, on n'a pas les 24 semaines, les tout petits qu'on fait survivre, et d'un autre côté, la plupart des dysplasiques bronchopulmonaires, tellement ils font des complications, la plupart du temps, ils décèdent avant de sortir. Parce que s'ils sortent, ils vont sortir, moi jusqu'à maintenant, je n'ai fait sortir que 2 sous oxygène. Il faut dire quand même, à l'étranger, ils ne font pas sortir beaucoup de malades sous oxygène, mais problème, vous le faites sortir, il n'y a pas de société qui vous livre l'oxygène, il y a juste des petits condensateurs qui sont vendus, et c'est pas du tout le même oxygène qu'on devrait donner. C'est des bébés qui vont être là et c'est une charge supplémentaire à cette famille parce qu'on sait jamais, on peut jamais leur répondre quand est-ce qu'on peut sevrer cet enfant. C'est la famille qui dit l'oxygène, on n'aura plus besoin de ça. Vous pouvez pas répondre. C'est une question qui reste biadillah. On sait rien. De toutes les manières, on n'arrive pas à le sevrer. Il a des poumons dysplasiques. Il a un besoin pour le moment qui est encore constant et qui est persistant. Je ne pourrai jamais vous répondre, madame. Vous prenez votre enfant et vous aurez la réponse par la suite. Et ça, c'est difficile. Le mode de garde, par contre, ça, c'est important. Un ancien grand prématuré, bon, bien sûr, biidillah, et nous, on a fait le maximum. Et quand on le fait sortir, la maman, elle le prend, une crèche. Forcément, elle cherche des ennuis. La crèche, c'est un milieu où il y a plein de viroses.
le contact avec les tout petits. Donc idéalement, ne pas le mettre dans une population où il y a beaucoup de petits et surtout les crèches à éviter. Le tabac aussi. Il prend sa cigarette. Ça, c'est pas normal. Parce que c'est un bébé qui reste fragile, qu'on le veuille ou pas. C'est des bébés qui sont prédisposés à faire beaucoup de bronchiolites et qui vont être tués, qui vont décéder à cause de ces bronchiolites. Un bébé normal né à terme, une bronchiolite, il de l'oxygène, ça peut être traitement direct ou l'imzienne. Un ancien prématuré, même si tu fais les mains et les pieds, il risque de décéder. Parce que le virus respiratoire syncytial, il reste vraiment très très grave pour les poumons de ces bébés-là. Heureusement que maintenant, il y a un vaccin, mais qui n'existe pas encore au Maroc, c'est le Synagis, qu'on va proposer à tous les bébés, c'est contre le virus respiratoire syncytial, tous les anciens prématurés, on leur prescrit ça. Et moi, sincèrement, quand j'ai des familles qui peuvent se permettre de le ramener depuis l'étranger, on le prescrit. Ça permet d'éviter les infections AVRS, surtout les bronchiolites pour les petits bas âges. La prévention donc, passe par le suivi régulier des grossesses. En anténatal, quand vous avez une maman qui a l'habitude d'avoir des problèmes de menaces d'accouchement prématuré, le col et tout, donc son gynéco il est au courant, il va la cercler. Donc le cerclage, c'est passer un fil au niveau du col, généralement à partir du 3e mois. C'est des mamans à qui on va demander de ne pas trop bouger, d'être la plupart du temps alité, de boire beaucoup d'eau. Donc c'est des conditions un peu particulières. Et bien entendu, c'est le gynéco qui va décider d'enlever ce cerclage le jour où il voudrait déclencher son accouchement, sauf si elle accouche d'une manière inopinée. S'il y a une béance de col, c'est ce qu'on va proposer. Les antibiotiques, si vous avez une infection vagino-urinaire, parce que ça va fragiliser les membranes. Une maman qui commence à contracter, premier réflexe, faire une CRP, faire une bandelette urinaire. Si vous avez une bandelette urinaire qui est en faveur d'une infection urinaire, l'infection urinaire peut faire accoucher une femme avant terme. Et beaucoup de femmes la plupart des femmes enceintes font des infections urinaires. Elles sont prédisposées à les faire, c'est pas parce qu'elles sont sales, non, parce que la flore, elle est déséquilibrée et la maman, elle est prédisposée parce que même son système immunitaire, il devient très fragile. Et donc, chaque fois qu'elle commence à contracter, la première des choses, avant qu'elle ait de la fièvre, c'est penser à une infection urinaire et la traiter. Et puis, en postnatal, traitement de l'hypertension gravidique, oui. Pourquoi? Parce que si c'est déséquilibré, si ça se déséquilibre, on est obligé de sacrifier l'enfant, entre parenthèses, désolé, c'est ça, pour ne pas sacrifier la mère. Parce que si elle est en éclampsie, elle risque de décéder. Et puis en postnatal, prévenir le refroidissement, l'hypoglycémie, donc toujours lutter contre l'hypothermie, bien sûr l'hypoglycémie, prévenir la maladie des membranes hyalines, et ça, c'est très important. On lance un message important aux jeunes médecins qui sont là. On a un moyen qui est rapide et efficace pour éviter la maladie des membranes hyalines, pour éviter qu'elle soit là. C'est tout simplement donner une corticothérapie anténatale intramusculaire. Le protocole qui existe, c'est 2 injections à 24 heures d'intervalle. Une injection aujourd'hui, une injection 24 heures plus tard de bêta-méthasone quand c'est une maman qui se présente et qui a commencé sa menace avant 34 semaines. C'est juste de la bêta-méthasone qui coûte dans les 12 à 13 dirhams. Une injection qui ne coûte rien du tout. Pourquoi j'insiste sur ça? Vous donnez vos 2 injections à 24 heures d'intervalle, vous faites éviter au bébé à venir une maladie des membranes hyalines qui lui coûte la vie. Et si on veut la traiter, sachez qu'un petit flacon de surfactant coûte 5000 dirhams, 5000 balles. Et on est obligé des fois d'utiliser 2 flacons. Et pour un CHU qui est d'arbre pour avoir le maximum, c'est pas évident. Sachez que des fois on se retrouve fausse l'âme, en rupture, en pénurie de surfactants. Et c'est des bébés qui arrivent, alors que normalement c'est très simple de donner 2 injections à 24 heures d'intervalle. Ça coûte rien à nos obstétriciens et à nos sages-femmes. Donc le pronostic immédiat, parlons du pronostic, plus la gestationnelle est faible, surtout moins 32 semaines, plus la mortalité est élevée. Surtout les 10 premiers jours de vie. Donc généralement un prématuré s'il ne décède pas les premiers jours de vie, surtout de souffrance anoxo-ischémique, surtout d'hypoxie, généralement il a dépassé. Qui est le risque infectieux et l'entérocolite. Donc les 10 premiers jours sont les plus graves dans la vie d'un prématuré. À moyen, à long terme, il y a les séquelles neurosensorielles, surtout chez les grands prématurés. C'est pourquoi c'est des bébés chez qui on va demander des potentiels évoqués auditifs avant la sortie, parce qu'ils font beaucoup de problèmes de surdité, surtout des surdités de perception. Ils font des problèmes visuels à cause de la rétinopathie du diabétique, plutôt la rétinopathie du prématuré, donc il faudrait quand même qu'on fasse attention. Et des séquelles neuropsychiques graves, qui sont aux alentours de 4 à 6%, type débilité mentale, troubles moteurs, surdité et océcité. Et plus la gestationnelle est diminuée, plus le risque d'avoir ces complications est important. Pour conclure,
La prématurité, c'est une cause importante de mortalité et de morbidité néonatale, vous avez bien vu. On a beaucoup de complications, plein de complications. La meilleure prévention passe par la connaissance de ces étiologies et savoir y pallier. Les facteurs prédisposants, bien sûr. Et donc, il y a nécessité de surveillance assidue, au moins jusqu'à l'âge scolaire de ces enfants-là. Sachez que c'est des enfants qui risquent de faire des complications jusqu'à l'âge de 10 ans. Il y a des enfants qui vont avoir des problèmes de dyscalculie, problème des maths, tout simplement parce qu'il était ancien prématuré. Non, c'est pas ça, mais c'est des fonctions cérébrales qui ne se sont pas établies à temps. Donc normalement, il faudrait qu'on dépasse à le stade d'y poser l'étiquette le shihad parce qu'on ne sait pas le passé, tout ce qui s'est passé en antérieur chez lui. Donc ça, c'était la prématurité. Je vais enchaîner directement par le retard de croissance intra-utérin.